Bonjour, je vais corriger l'épreuve B 2019 de la banque PT, la partie chimie, et on traite de différents aspects de la chimie du calcium. Alors passons à l'énoncé. Voici l'épreuve qu'ont eu les candidats, ils ont dû passer 2 heures dessus, et vous avez quelques recommandations sur la première page du sujet. Donc ça, je vous laisserai le lire. Il y en a une qui est évidente, c'est de bien présenter sa copie. Évidemment, puisqu'il faut penser au correcteur, qu'il n'ait pas de mal à vous lire et que les résultats soient présentés correctement. On démarre le sujet, le sujet démarre avec quelques considérations générales. Ça ne vous aide pas pour répondre aux questions, mais ça permet de montrer l'importance de cet élément-là. Le calcium, c'est le 5e élément le plus abondant de la croûte terrestre, donc il est très abondant. On va le retrouver principalement dans du calcaire. Alors je vous fais remarquer que le calcaire, c'est CaCO3, il y a un atome de carbone, mais en fait le calcaire c'est un moyen naturel pour séquestrer du carbone. Donc sinon ce carbone, il serait certainement dans l'atmosphère sous forme de CO2, et ça ce serait quand même un petit peu embêtant pour nous, vu la problématique actuelle sur le climat. Alors, et on retrouve également le calcium dans les os et les dents, donc ça nous concerne particulièrement, et ça intervient aussi dans l'industrie. Donc ça, il y a de nombreuses applications. Voilà pour les généralités. Commençons la question 1. On vous demande la configuration électronique du calcium et aussi du magnésium, sans vous préciser le numéro atomique du magnésium. Donc il va falloir le retrouver à partir de ce qu'on connaît. Donc commençons la résolution. Alors on vous dit que le calcium, son numéro atomique c'est 20. Ça veut dire que vous avez 20 protons dans le noyau. Le magnésium, vous ne connaissez pas, enfin on ne vous le donne pas. Donc il va falloir le retrouver. Alors c'est pas très compliqué, je vais partir de la forme de la classification périodique. Et je n'aurai même pas besoin de connaître les éléments qui apparaissent dans la classification périodique. Juste avec son allure, ça va suffire pour retrouver le Z du magnésium. Alors ici, vous avez l'élément hydrogène qui est là. Donc ça, on peut quand même le noter. Et de l'autre côté, ici, vous avez l'hélium. Ici, vous avez l'hélium. Alors, ici, vous devez savoir que dans ce bloc-là, celui de gauche, là, vous avez, on divise en deux, il y a deux colonnes. Ici, le bloc intermédiaire, bon, ça ne m'intéresse pas trop. Et ici, il faut savoir que vous avez 6 colonnes. Et ici 2 lignes. Donc juste avec ça, je vais pouvoir en déduire le Z du magnésium. On vous dit que le Z du calcium c'est 20, donc je vais pouvoir le positionner sur la classification périodique. Donc c'est très simple, il suffit de compter jusqu'à 20. Alors l'hydrogène c'est Z égale 1, c'est un proton, l'hélium c'est Z égale 2, ensuite Z égale 3, Z égale 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc le calcium, il est là. Donc je peux comme ça positionner le calcium dans la classification périodique. Donc ce que vous devez savoir, c'est l'allure générale de la classification. Savoir que vous avez 6 colonnes dans le bloc de droite, vous en avez 2 dans le bloc de gauche. On vous dit que le magnésium, il est juste au-dessus, donc il est là. Et il me semble qu'on était de mémoire, j'avais un Z égale 12 ici. Donc du coup, j'en déduis que Z du magnésium, ça vaut 12. Pour la configuration électronique, on va utiliser plusieurs outils. Donc le premier que je vais invoquer, c'est la règle de Kleczkowski. Donc j'espère que je ne vais pas
me tromper dans le nom. Alors, la règle de Kleshkovsky, c'est pour... ça vous donne l'ordre en énergie des orbitales atomiques. Donc, très rapidement, hein, vous savez que les électrons qui se répartissent autour de noyaux occupent ce qu'on appelle les orbitales atomiques. Donc, ça, c'est de la mécanique quantique. Donc, et évidemment, les électrons vont occuper les orbitales atomiques de plus basse énergie. Donc il faut connaître l'ordre en énergie de ces fameuses orbitales. Donc c'est l'ordre en énergie des orbitales atomiques. Alors pour établir l'ordre en question, je vais vous montrer après comment on fait. J'ai tout de suite invoqué le principe de stabilité. Donc en fait je l'ai déjà quasiment dit. Les électrons vont occuper les orbitales de plus basse énergie en premier. Pour un atome dans son état fondamental, ce qui est en général le cas. Le système il adopte toujours l'énergie minimale. Les électrons occupent les orbitales atomiques. Donc les orbitales atomiques, je vais le noter comme ceci. Les orbitales atomiques de plus basse énergie pour un atome dans son état fondamental. Énergie. Et enfin, le dernier principe, alors du coup j'en ai 3, donc c'est vrai que dans le sujet ils vous disent d'en nommer 2, donc je suis un peu étonné qu'il n'y en ait que 2. C'est le principe d'exclusion de Pauli. Mais je pense que ces deux-là, en fait, faut considérer que ça en fait qu'un. Voilà. Le principe de stabilité, il faut connaître l'ordre en énergie des orbitales atomiques, donc de fait il faut appliquer la règle de Kleshkovsky, que j'ai pas encore appliqué, hein, je vais le faire dans un instant. Donc principe d'exclusion de Pauli. Donc dans un atome, les électrons ne peuvent avoir leurs 4 nombres quantiques identiques. Voilà, donc j'ai énoncé le principe d'exclusion de Pauli, le principe de stabilité et la règle de Kleshkovsky, je vais la mettre en œuvre. Donc vous allez voir que c'est assez simple à mettre en œuvre. Je ne dis pas que c'est facile à comprendre, mais à mettre en œuvre c'est très facile. Donc je commence par noter les orbitales atomiques. Donc c'est 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, etc. Et ce que vous dit la règle de Kleshkovsky, c'est que le remplissage, il suit cet ordre-là. Je me déplace en biais. Donc finalement, l'ordre des orbitales, en énergie des orbitales atomiques, c'est 1s d'abord, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s. Donc je suis les flèches, hein, donc au départ 1s, après je prends la flèche du bas, juste en dessous c'est 2s, ensuite 2p, 3s, 3p, 4s, ensuite 3d, 4p, 5s. Et je pense que... Alors je peux continuer, hein, mais normalement j'en ai assez pour le calcium. Donc à partir de là, je vais appliquer le principe d'exclusion de Pauli, et je sais que je ne peux pas mettre plus de 2 électrons sur les orbitales S. Je ne peux pas mettre plus de 6 électrons sur les orbitales P. Je ne peux pas mettre plus de 10 électrons sur les orbitales D. Donc pour le calcium, ben, je vais simplement l'écrire. Donc je vais commencer le remplissage. Donc 1s, 2. Donc le 2 que j'ai mis en exposant, ça veut dire qu'il y a 2 électrons sur l'orbitale 1s. 2s2, 2p6. Donc là j'ai déjà mis 10 électrons. 3s2, 3p6 et 4s2. Donc ça c'est la configuration électronique
du calcium dans son état fondamental. Et je vais passer au magnésium. Donc cette fois-ci, il faut que je place 12 électrons, donc 2s2, 2p6, 3s2. Et donc j'ai la configuration électronique du magnésium. Et en principe, j'ai répondu... D'accord. Donc dans la question 2, on vous demande de justifier que le calcium, il est particulièrement stable. Il est particulièrement stable dans sa forme Ca2+. Donc Ca2+ est particulièrement stable. En effet, lorsque je vais enlever des électrons, donc il faut enlever 2 électrons, à la configuration électronique au calcium, on va l'écrire comme ça. Donc cela donne, si on regarde, je vais enlever en premier les électrons. Alors c'est pas forcément les derniers que j'ai mis, hein, ça marche pas comme ça. Bon, en l'occurrence ici c'est le cas, mais c'est pas toujours le cas. Ici j'enlève les électrons qui ont le numéro le plus grand, hein, le n le plus grand, ici c'est 4. Donc Ca2+, sa configuration électronique, c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 et 3p6. Et ça c'est égal, c'est la configuration électronique du... sauf erreur, du hélium, néon, je crois que c'est le néon. Je vais vérifier mes configurations électroniques. En fait, c'est l'argon, configuration électronique de l'argon. Et cette configuration électronique est particulièrement stable. Donc particulièrement stable parce que c'est un gaz rare, particulièrement stable. Alors il faut savoir que l'argon, c'est en abondance, c'est le 3e gaz présent dans l'air. Donc ça ne représente pas grand chose, hein. Mais c'est le 3e en termes d'abondance dans l'air, juste avant le CO2. Et Mg2+, c'est 1s2, 2s2 et 2p6. Et ça, c'est la configuration électronique du néon, qui est aussi un gaz rare et qui est aussi particulièrement stable. Électronique du néon. Particulièrement stable. Donc pour les électrons qui se répartissent autour du calcium, enfin du noyau Ca2 du calcium et le noyau du magnésium, il se trouve que c'est particulièrement intéressant d'obtenir cette configuration électronique là, parce qu'en fait c'est celle du gaz rare, hein. C'est comme si les électrons entre guillemets sont bien rangés et c'est particulièrement stable, et c'est pour ça qu'on va retrouver le Ca2+ et Mg2+. On va pouvoir faire la question 3. Alors, la question 3, on vous demande lequel est le plus réducteur entre le calcium et le magnésium. Alors il y a différentes explications. Dans le tableau périodique, alors on va dire que le tableau périodique c'est ça. Donc je fais vraiment très très schématisé. On va dire que c'est ça le tableau périodique. En première approximation, c'est un rectangle. Et bien le pouvoir réducteur, il augmente
lorsque je descends le long d'une colonne. Dans une même famille, lorsque je descends, en fait, comme l'indique la flèche, hein, lorsque je descends, le pouvoir réducteur augmente. Et alors, une explication possible, je ne vais peut-être pas la rédiger, c'est que les électrons 4S, hein, souvenez-vous de la configuration électronique, étant plus loin du noyau, ils partent plus facilement. Donc le calcium va céder plus facilement ces électrons que le magnésium. Et en fait, ça veut dire la même chose. Ça veut dire que le pouvoir réducteur est directement corrélé à ça. Donc, bon, je vais me contenter de rédiger ça comme ça. Donc, le pouvoir réducteur augmente lorsqu'on se déplace selon une colonne vers le bas. Donc, le calcium a un pouvoir réducteur plus grand que le magnésium. Voilà, donc j'ai le temps de rédiger, on encadre le résultat et on peut passer à la suite. On peut passer à la suite. Alors, retournons vers l'énoncé. Dans un cristallisoir rempli d'eau, on a ajouté quelques gouttes de phénolphtaléine, donc c'est un indicateur coloré qui rosit lorsque le pH, ça devient basique, donc lorsque le pH augmente. Et on dépose un petit morceau de calcium métallique. Et là, donc, le petit, c'est important parce qu'il ne faut surtout pas mettre un gros morceau parce que la réaction est très vive. Et, ce qu'on constate, c'est que la solution rosit. Donc le pH devient basique. Et on observe, donc il y a du dihydrogène gazeux qui se dégage. Et souvent, ce qu'on observe, c'est des petites étincelles. En fait, c'est le dihydrogène qui s'enflamme tout de suite. Et ça fait des petites étincelles. Alors vous avez un certain nombre d'indications. On sait que le pH dépasse 8 puisqu'on a une coloration et coloration rose qui apparaît. Et on vous demande quelle est la nature acide neutre ou basique de la solution finale. Bon ben là, je viens de répondre à la question et justifier votre réponse. Je pense que je vais faire les questions 4 et 5 en même temps. Montrer que je suis maintenant en train de lire la question 5. Montrer que la transformation étudiée est une réaction d'oxydoréduction. On va écrire les demi-réactions, puis l'équation de la réaction globale, etc. etc. Donc, allons-y, hein, rédigeons tout ça. Donc, question 4. Alors, on vous demande, comme la solution rosit, le pH dépasse 8. D'après les indications, hein. Le pH dépasse 8. On obtient donc une solution basique. On obtient donc une solution basique. La manip est assez impressionnante quand on l'a fait. Donc je peux vous la représenter. Donc là, ce que vous pouvez regarder très facilement, c'est des vidéos. Hein, vous tapez dans votre moteur de recherche préféré magnésium dans l'eau ou sodium dans l'eau, ça marche aussi. Et vous allez voir des gens qui filment ce genre de réaction. Et suivant la taille du morceau qui est déposé dans l'eau, et ben c'est plus ou moins impressionnant. Donc la manip, elle ressemble à ça. Vous avez un cristallisoire, donc ça ressemble à ça. Et on met de l'eau dedans. Donc voilà, on met de l'eau dedans. Et on verse un petit peu de phénolphtaléine. Donc vous avez un petit flacon de phénolphtaléine. Et vous versez quelques gouttes dans l'eau. Vous mélangez un petit peu hein, pour que ça se répartisse dans tout le volume. Et vous prenez un petit morceau de magnésium. Alors le magnésium... on va dire que c'est ça, hein. De calcium, pardon. Le calcium. Alors, il ne ressemble pas du tout à ce qu'on pourrait imaginer. Hein. On pourrait s'imaginer à une poudre blanche, parce que si on regarde la couleur des eaux qui est blanche, on se dit, tiens, le calcium, c'est blanc. En fait, pas du tout. Le calcium métallique, il a un aspect brillant comme tous les métaux.
Donc c'est métallique. Et donc ça a un aspect brillant. Alors pourquoi est-ce qu'on n'observe pas du calcium brillant comme ça dans la nature? Ben pour une raison simple, c'est qu'il réagit tellement vivement avec l'eau qu'il ne peut pas rester sous cette forme très longtemps. Donc je prends ce morceau-là, je le dépose à la surface de l'eau, et en fait ce que va faire le petit morceau de calcium, c'est qu'il va réagir avec l'eau et faire des petits bonds comme ça à la surface de l'eau, et vous avez des petites étincelles qui vont apparaître. Bon là je vais peut-être pas faire le dessin parce que je me sens pas capable de dessiner ça correctement. Donc la réaction est très vive. Si vous mettez un morceau trop grand, hein, si vous mettez un morceau un petit peu trop grand, la réaction elle peut devenir même un peu dangereuse. Si le morceau de calcium il arrive sur le bord du cristallisoire, comme il y a l'hydrogène qui s'enflamme, le risque c'est que le cristallisoire il pète en fait. C'est-à-dire que localement ça chauffe et vous avez le cristallisoire qui pète. Bon, ça c'est le genre de choses à éviter. Donc on observe des étincelles. Voilà, on rédige tout ça. Donc j'ai finalement répondu à la question. Hop, je voulais encadrer le résultat. Donc on obtient une solution basique. Voilà. Pour le résultat, je vais pouvoir, à la question 5, donc je vais écrire les demi-équations, comme c'est demandé. Alors pour il y a deux couples qui vont intervenir, donc d'un côté Ca2 plus Ca. Donc là, première demi-équation. Celle-là, elle est facile à écrire. Donc Ca2 plus 2 électrons. Ça fait le calcium solide, qui est métallique en fait. Et la deuxième demi-équation, qui fait intervenir l'eau. Alors on sait qu'il y a un dégagement d'hydrogène, hein, c'était bien indiqué, hein. Il me semble. Voilà, on admet qu'il y a un dégagement d'hydrogène gazeux. Donc ça on l'admet. Donc je sais que je vais consommer du dihydrogène. Donc là j'ai du dihydrogène. Je sais aussi que la solution devient basique. Alors je vais peut-être l'écrire comme ça. Bon, je vais écrire le couple de l'eau correspondant. Donc je sais que c'est H2O, H2. Donc je vais avoir H2O ici, plus 2 électrons, puisque ça va donner du dihydrogène gazeux. Alors je vais le faire dans l'ordre. Comme je connais le résultat, j'ai tendance à écrire la réaction d'entrée de jeu. Donc ce que je vais faire, c'est, donc j'ai H2O d'hydrogène. Ici je rajoute une molécule d'eau. Je rajoute, donc je vais équilibrer en milieu acide, donc c'est H+, pour qu'il y ait autant d'hydrogène de chaque côté, plus 2 électrons. Et comme je veux, donc ça c'est en milieu acide, évidemment je mets ça entre guillemets, puisque je sais que la réaction elle se fait en milieu basique, donc je rajoute de OH- de chaque côté, donc plus 2 OH- de chaque côté. Ça me donne H2O. Les deux H- et les deux H+, ça donne 2 molécules d'eau, plus 2 électrons. Ça donne du dihydrogène qui est gazeux, plus H2O, plus 2OH-. Donc je vérifie que j'ai... Donc ça c'est en milieu.
basique. Donc c'est celle-là que je vais garder parce que je sais que le résultat, la solution à la fin, et on est en milieu basique. Hein, elle est à pH plus grand que 8, hein, au-delà de la zone de virage de la phénolphtaléine. Alors, je remarque que j'ai 3 molécules d'eau d'un côté, j'en ai une de l'autre, donc ça simplifie. Donc, je peux enlever une molécule d'eau, et je me retrouve avec la demi-équation 2H2O plus 2 électrons. Ça fait d'hydrogène gazeux plus 2OH-. Donc, je vérifie qu'il y a autant d'hydrogène et d'oxygène de l'autre côté, tout va bien. Et la réponse à la question, enfin les réponses aux questions, elles sont là. Les deux demi-équations pour le calcium et pour l'eau. Et l'équation bilan, en fait, je vais simplement faire l'équation 1 moins l'équation 2. Hein, donc si je fais... non, c'est l'inverse, c'est l'équation 2 moins l'équation 1. Ça donne 2H2O plus du calcium solide. Alors les deux électrons, je ne les note pas parce qu'ils, comme apparaissant de chaque côté, ils vont se simplifier. En quelque sorte, le calcium solide va céder 2 électrons qui sont récupérés par l'eau pour donner du dihydrogène. Donc je reprends, et ça donne du dihydrogène gazeux plus Ca2+, plus 2OH-. Alors je vérifie que tout ça est équilibré, donc il y a bien 4 hydrogènes à droite à gauche. Au niveau des charges, ça colle, c'est neutre de chaque côté. Et pour l'oxygène, ça colle aussi. Donc ça, c'est l'équation bilan. Donc ça, c'est l'équation bilan. Donc on a bien production de d'hydrogène et de OH-. On est bien au milieu basique à la fin. Je vérifie que j'ai répondu à la question 5. On fait attention à la question là. Un précipité apparaît. Alors, je vais réécrire cette équation parce qu'il est tout à fait probable que Ca2+ avec le OH- présent forme un précipité. Donc une partie, je vais l'écrire comme ça, une partie de Ca2+ réagit avec OH- pour former un précipité. Un précipité de COH 2 fois solide selon la réaction Ca2+ plus 2 OH- donne CaOH 2 fois solide. Donc je vais l'écrire comme ça. Je pourrais éventuellement réécrire l'équation bilan en remplaçant Ca2+ plus 2OH- par CaOH 2 fois solide. Mais certainement que tout le calcium ne se retrouve pas sous forme précipitée. Enfin, ça dépend en fait de la stabilité de ce précipité. Hein, s'il se forme plutôt facilement ou au contraire, il faut mettre beaucoup de Ca2+ et de OH- pour qu'il se forme. Et là, je ne crois pas que l'énoncé donne des informations à ce niveau-là. Donc normalement, j'ai répondu à la question 5. Passons à la question 6. Là, c'est la cristallographie et on vous demande de dessiner la maille du cristal de calcium. Et on vous dit qu'il cristallise dans un type cubique à face centrée. Et ce type de cristal, c'est le calcium dit alpha. Et le paramètre de maille, c'est petit a. Donc là, on va faire des petits dessins. Et on va répondre à un certain nombre de questions très classiques. Alors, question 6. Je vais prendre une nouvelle page. Donc on va dessiner la maille du cristal de calcium alpha. Alors on va commencer par dessiner tout ça.
Donc on va dessiner un cube en perspective. Voilà, j'ai dessiné un cube et je vais représenter la maille cubique à face centrée. Donc ça, c'est assez simple puisque la maille cubique à face centrée, en fait, je vais mettre un atome allez, en rouge. Donc chacun des coins de mon cube, je vais mettre un atome de calcium. Donc ce que je dessine là, c'est un atome de calcium. Donc je vais représenter ça au niveau de chacun des coins. Alors il y a différents niveaux de gris. On va dire que plus le gris est clair et plus je suis en retrait. Donc bon, ça devrait donner un effet de profondeur, j'espère. Ici un atome. Je me rends compte que j'ai oublié des traits. Donc je continue la représentation des atomes de calcium. Et donc là je vais mettre un atome au centre de chaque face de mon cube. Normalement, voilà, il y a encore cette face là. Voilà. Donc ça c'est la maille cubique à face centrée pour le calcium. Donc dessiner soigneusement la maille de ce cristal. Bon. Indiquer la coordinance et établir le nombre d'atomes par maille conventionnelle et de créer la relation entre le paramètre de maille A et le rayon métallique de calcium RCA. Donc le paramètre de maille que je vais mettre en bleu, en fait c'est cette distance là. Et le rayon de l'atome de calcium, alors en fait on ne le voit pas ici, mais les atomes de calcium se touchent et se touchent suivant la diagonale. Donc ça, il faut évidemment, ce ne serait pas représentable parce que si je fais ça, on ne voit plus les atomes de calcium qui se retrouveraient derrière. Donc l'usage, c'est de représenter la maille comme je l'ai fait à l'instant. On vous demande la relation, tout d'abord la coordinance. Donc la coordinance, c'est le nombre de voisins. Normalement, je suis à la question 7. Question 7. Et la coordinance, c'est 12. Alors je vais expliquer ça en 2 mots. Si vous prenez un atome de calcium, il va s'entourer et dans cette maille là, en fait, si on regarde bon, en fait c'est du court, hein, tout simplement. C'est un empilement ABC. Et la coordinance, on sait que c'est 12. Oui. Le plus simple, c'est vraiment du court, quoi. La coordinance pour ce type d'empilement, c'est 12. On vous demande ensuite le nombre d'atomes par maille et la relation entre petit a, qui est ici, hein, le côté du cube, c'est petit a, et la relation avec le rayon de l'atome de calcium. Donc commençons par le nombre d'atomes en propre. Donc ça, c'est aussi du court. C'est 8 fois 1 huitième plus 6 fois 1 demi. Et c'est égal à 4. Donc je vais faire un petit dessin et normalement, ça devrait être parfaitement convaincant. En effet, si je dessine, si j'enlève tout ce qui dépasse du cube, des différents atomes, je devrais observer quelque chose comme ceci. Vous avez... bon, je vais vraiment avoir du mal à la représenter.
Alors pour l'explication, vous avez 8 coins dans le cube, et il reste, si je prends un atome qui se trouve dans un coin de la maille, si j'enlève tout ce qui dépasse du cube, il va rester 1/8 de l'atome. Donc ça va ressembler, le 1/8 qui reste, en fait ça va ressembler à ça. Donc si vous n'êtes pas convaincu, vous prenez une pomme par exemple, et vous la coupez en deux, puis vous dépassez, vous enlevez tout ce qui dépasse du cube, donc c'est à dire que je la coupe une fois en deux, puis ce qui reste je le recoupe en deux, et ce qui reste je le recoupe en deux, et bien il reste 1/8. Et ce qui va rester au centre des faces de mon cube, et bien en fait c'est la moitié d'un atome. Donc ça va plutôt ressembler à ça. Donc bon, j'essaie de représenter au mieux. Ouais, finalement, on va représenter comme ça. Donc moitié d'atome au centre des faces. Et comme il y a 6 faces dans un cube, ça fait 6 fois 1/2. Et là, c'est 1/8 d'atome dans les coins. Pour la relation entre le rayon de l'atome et le paramètre de maille petit a, en fait, on peut raisonner selon une diagonale. Donc, il suffit simplement de dire ça. Les atomes se touchent suivant la diagonale. Les atomes de calcium se touchent suivant la diagonale. Se touchent selon la diagonale. Donc il suffit d'écrire de manière différente cette diagonale. Ben, regardons. Il y a 4 fois le rayon en fait. Si vous regardez, il y a ces 3 atomes qui sont sur la diagonale. Et bien, pour aller d'un bout à l'autre de la diagonale, et bien, je parcours 4 fois le rayon d'un atome. Et c'est aussi égal à a racine de 2. Dans un carré, la diagonale c'est racine de 2 fois petit a. Donc il suffit d'écrire cela. Donc 4 fois le rayon de l'atome de calcium, c'est égal à racine de 2 fois petit a. Et je me retrouve avec la relation suivante, c'est 2 racine de 2. Le rayon de l'atome de calcium, c'est petit a. Et ça répond à la question. Donc on vérifie que... Et quelle relation entre... Très bien, donc on peut passer à la question 8. Préciser la position des centres des sites interstitiels octaédriques et tétraédriques dans la structure du calcium alpha. Justifier leur nombre par maille conventionnelle. Donc la maille conventionnelle, c'est ce que j'ai représenté ici, en enlevant tout ce qui dépasse du cube. Alors les sites tétraédriques, donc on va commencer par là. Alors pour les sites tétraédriques, en fait, il faut imaginer que je vais diviser mon cube en 8. Donc il faut imaginer ce grand cube est composé de 8 petits cubes. Et dans chacun de ces petits cubes, je vais dessiner un tétraèdre. Donc la façon de procéder est la suivante. Je vais relier les coins opposés, que je ne dise pas de bêtises. Il me faut le centre de ce cube. Je vais représenter un tétraèdre à partir dans un des cubes. Et ici, vous avez donc un site d'insertion tétraédrique. Alors, en fait, si vous regardez bien, entre les atomes de calcium, il y a une petite place pour placer un atome plus petit. Et vous vous rendez compte que vous pouvez faire ça dans chaque cube.
Donc je peux faire le cube qui est juste à côté. Donc j'espère que ça va rester lisible. Donc le cube dans lequel j'ai fait mon tracé, il se trouve, c'est le cube qui est vers l'avant et à gauche en haut. Hein, donc c'est le cube qui est ici. C'est ce petit, dans ce coin-là. Pour bien le représenter, c'est celui-là. Et dans ce cube-là, il y a un site d'insertion tétraédrique. Et donc, il y a combien de sites d'insertion? Il y en a 8, forcément. Puisqu'il y a... Donc j'ai 8 sites d'insertion. Donc 8 sites d'insertion. Voilà, je l'ai rédigé comme ça. Je vais m'intéresser maintenant aux sites d'insertion octaédriques. Alors, cette fois-ci, on va la représenter de la manière suivante. Alors, il y en a un au centre du cube. Donc, allez, je vais le représenter en violet. En fait, vous en avez un qui est au centre du cube. En effet, il y a un atome au-dessus, en dessous, à droite, à gauche, devant, derrière. Et vous avez aussi un site d'insertion octaédrique ici, au centre de chaque arête du cube. Voilà, je les ai tous représentés. Alors évidemment, les sites d'insertion octaédrique qui sont au centre des arêtes, il y a bien un atome au-dessus, en dessous, à droite, à gauche, devant, derrière. Mais en fait, ils appartiennent, ces atomes qui ne sont pas représentés, appartiennent aux mailles voisines. Donc ça, il faut l'imaginer, hein, que vous prenez n'importe quel site d'insertion octaédrique au centre d'une arête, et ben, il y a d'autres atomes qui ne sont pas représentés, qui donneraient le même résultat en fait que pour le site d'insertion qui se trouve au centre du cube. Donc l'habitude c'est de représenter le site d'insertion comme cela. Et ici vous en avez 12. Hein, si vous les comptez tous, il y en a 12. Normalement j'ai répondu à la question. Et leur nombre par maille conventionnelle. Alors attention, quand je mets 12, il faut que je fasse la même chose que tout à l'heure. Si 8 ça va, puisque les sites d'insertion tétraédriques, il y en a bien 8, mais pour les sites d'insertion octaédriques, il faut bien voir que il n'y a que un quart du site qui est à l'intérieur du cube. Hein. Si vous prenez un site sur une arête, si vous enlevez tout ce qui dépasse du cube, et ben en fait il reste un quart. Hein. C'est comme quand vous découpez une pomme. Hein. Si vous la découpez en quartier, ben, si vous la coupez 2 fois la pomme, il vous reste un quart. Donc en fait il n'y a pas 12 sites, il y en a exactement 12 fois un quart, plus un site qui est à l'intérieur du cube. Donc si vous faites le calcul, ça fait 4. Donc finalement, il y a 4 sites d'insertion octaédriques. Donc on va encadrer ce résultat. Là, on est vraiment dans du cours. Si vous connaissez bien votre cours, bah vous répondez très rapidement à ces questions-là.
Je vérifie que j'ai bien répondu. Justifier leur nombre par maille conventionnelle. Bon, la rédaction est un peu succincte. Donc ça ressemble. Je fais un petit dessin. Donc ça c'est un quart pour les sites au centre des arêtes. Donc c'est un quart. Et ça c'est pour le site au centre du cube. Pour celui au centre du cube. Qui compte pour 1. Puisqu'il est complètement dans la maille. Donc ça fait 4 sites d'insertion. Et normalement j'ai répondu à la question 8. Donc passons à la question 9. On vous demande dans cette question le rayon de chaque type de site interstitiel. Donc je vais commencer par les sites d'insertion octaédriques. Donc pour les sites d'insertion octaédriques. Donc ce que je vais faire, c'est en représenter un seul pour avoir un schéma qui est pas trop lourd. Donc dans le site d'insertion, ce que vous avez, c'est un atome. Alors je me rends compte que j'ai oublié un atome ici au centre de cette face là. Donc là mon site d'insertion il est là. Et ce que je vais faire, c'est une coupe dans un plan qui est comme ceci, dans le plan P. Donc vu en coupe. Et je vais représenter donc les 4 atomes qui sont en rouge et le site d'insertion octaédrique. Donc ça va donner ceci. Vous avez alors je vais représenter en taille que je dise pas de bêtises. Donc ça fait déjà un carré. Et vous avez ici un atome de calcium dans chaque coin du carré et le site d'insertion octaédrique au centre. Alors ce qu'il faut voir, c'est que les atomes normalement se touchent au niveau, donc ça va donner ceci. Je vais essayer de le représenter au mieux. Donc ce que je représente là, c'est les atomes de calcium. Donc j'essaie au mieux de le faire au mieux. Hein. Donc ça c'est un atome de calcium là aussi. Je fais la même chose ici. Et enfin le quatrième. Bon, évidemment mon dessin est loin d'être parfait. Et le site d'insertion octaédrique, en fait il serait ici. Et là on a les atomes de calcium qui sont respectivement les 4 que je surligne. Hein, donc c'est vu en coupe selon P. Et ben là c'est bon parce que vous avez RCA ici. Donc vous avez 2 fois RCA pour un côté du carré.
Et suivant la diagonale, bah, je vais l'exprimer de deux façons différentes. Donc la diagonale peut s'exprimer de deux façons différentes. De deux façons différentes. Donc la première, c'est, je vais sommer le rayon, il y a deux fois le rayon de l'atome de calcium, et vous avez deux fois le rayon du signe d'insertion octaédrique. Donc qui est noté, comment est-il noté? Ben, il n'a pas de nom, donc on va lui donner un nom. J'appelle ce rayon-là petit r octaédrique, petit RO. Voilà. Donc si j'écris, ça fait deux fois RO plus RCA. Et bien ça vaut quoi? Ça vaut le côté du carré fois racine de 2. Donc c'est racine de 2 fois, ben, le côté c'est 2 RCA. Et ben, j'ai tout de suite le résultat. Le 2 il se simplifie. J'isole R0 et j'obtiens, sauf erreur, racine de 2 moins 1 RCA. Donc si on fait le d'après l'énoncé, on vous donne racine de 2, ça vaut à peu près 1,4. Voilà. Donc R0, ça vaut à peu près 0,4 RCA. Donc finalement, c'est pas si petit que ça. 1,04 RCA, ça veut dire que le site d'insertion, il est un peu plus petit que... ouais, c'est à peu près la moitié d'un atome de calcium. Donc c'est pas très grand, mais c'est pas non plus très petit. Il y a de la place, en fait, au centre de la maille. Je m'intéresse maintenant au site d'insertion tétraédrique. Donc ça, c'est pour les sites octaédriques, pardon. J'ai pas fait l'erreur. Octaédrique, c'est bon. Donc je vais m'intéresser maintenant au site d'insertion tétraédrique. D'insertion tétraédrique. Donc là aussi on va démarrer avec un schéma. Voilà, j'ai reproduit la maille cubique face centrée et je vais me focaliser en fait dans un petit cube, c'est-à-dire que je vais regarder ce qui se passe dans ce cube là. Voilà. Donc je vais regarder dans ce cube-là. Et le site d'insertion tétraédrique, il est au centre du cube. Et il forme... allez, je vais le représenter comme ceci. Un tétraèdre. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un site d'insertion tétraédrique, hein, puisque ça forme un tétraèdre. Et ce que je vais faire comme coupe cette fois-ci, c'est dans un plan qui est comme ceci. Alors je vais tenter de le faire le mieux que je peux. Oh non, je vais le représenter comme ceci. Je vais faire suivant la diagonale du cube. Je vais faire une coupe comme ceci. Dans ce plan-là. Donc la coupe suivante.
Alors on obtient ceci. Alors comme c'est la diagonale, ce côté-là, il est un petit peu plus long. Et les deux atomes de calcium, ils seraient à peu près comme ceci. Donc on a un atome ici. Voilà, donc je les ai représentés. Donc ça, ce serait un atome de calcium. Là aussi. Et ça correspond aux atomes qui sont là où je mets les deux flèches. Ces deux atomes-là. Alors, et bien sûr, vous avez le site d'insertion tétraédrique qui va se retrouver. Enfin, oui, tétraédrique qui va se retrouver ici. Au centre de ce rectangle. Alors, ce que l'on voit tout de suite, c'est qu'il y a un côté de ce rectangle, c'est 2 fois le rayon de l'atome de calcium. Ici, vous avez 2 fois le rayon de l'atome de calcium. Il suffit de regarder le schéma. Ici, vous avez la moitié de petit a. Et on avait montré que petit a, c'est 2 racines de 2 fois RCA. Donc c'est un résultat qu'on avait établi juste avant. Ça veut dire que ici, j'ai racine de 2 fois le rayon d'un atome de calcium. Et ce que je peux regarder, suivant la diagonale, qui est ici, bah, si vous regardez bien, vous avez une fois le rayon de l'atome de calcium, qui est ici. Par définition. Vous avez ici 2 fois le rayon du site tétraédrique, donc je l'appelle RT. Et pour finir, on retrouve le rayon de l'atome de calcium. Donc je vais écrire de 2 façons différentes la diagonale. Donc là j'utilise Pythagore. Donc d'après Pythagore. La diagonale, donc c'est RCA plus le rayon du site d'insertion tétraédrique au carré. Donc ça c'est la diagonale. C'est égal à 2 fois RCA au carré plus racine de 2 du rayon de l'atome de calcium au carré. Et donc là maintenant c'est plus que du calcul. Alors je vais réarranger l'expression. Donc ça fait 4 fois RCA plus rayon RT au carré. Je remarque que RCA il se retrouve au carré et je peux le mettre en facteur. Et ici j'ai 4 plus 2. Ça veut dire 6 fois RCA au carré. Je prends la racine. Évidemment, je considère que quand on prend la racine, il y a 2 solutions. Hein, on vous dirait ça, mais évidemment, je garde que la composante positive. Donc ça fait 2 RCA plus RT. Ça vaut racine de 6, donc RCA. Donc j'arrive à ceci. RT, ça vaut ici, attention, j'ai oublié une parenthèse. Donc ça fait RCA racine de 6 sur 2 moins 1. Donc ça donne le rayon du site d'insertion tétraédrique. Alors racine de 6, c'est racine de 3 fois racine de 2, donc ça fait racine de 3 demi moins 1. Donc ça c'est pour le site d'insertion tétraédrique. Donc site tétraédrique. Donc ça c'est vraiment du cours.
On peut faire une application numérique. Racine de 3. Est-ce qu'on vous donne la valeur de racine de 3? C'est 1,2. Très bien, ça tombe bien. Donc ça fait à peu près 0,2 fois RCA. Ça signifie que là c'est vraiment petit, hein, le site d'insertion tétraédrique. Il n'y a pas beaucoup de place, hein. Il faut vraiment que, si on veut insérer quelque chose, il faut que ce soit un atome qui soit vraiment tout petit pour arriver à le loger dans ce site d'insertion là. Et j'arrive enfin à la question, normalement j'ai répondu, il faudrait faire une application numérique. Donc je vais faire l'application numérique. Et la question 10, c'est du coup, est-ce qu'on peut prédire la nature de l'alliage calcium-magnésium à partir de cette étude-là? Donc avant ça, je vais faire une petite application numérique. Donc ça fait 0,4 fois 560, ça fait combien? Ça fait, sauf erreur, 224 picomètres. Et si j'ai 0,2 fois RCA, donc ça fait la moitié. Ça fait la moitié, ça fait 112 picomètres. Attendez, je dis des bêtises parce que c'est 560 picomètres. Ah oui, c'était le paramètre de Mike, pardon, je me suis trompé. Donc je refais. Donc je refais l'application numérique. D'après l'énoncé, petit a, ça vaut 560 picomètres. J'en déduis que le rayon de l'atome de calcium, c'est 560 divisé par 2 racine de 2. Donc ça fait 560 divisé par 2, racine de 2 c'est 1,4, donc c'est 560 divisé par 2,8. Et on trouve 200 picomètres. Je peux en déduire que le rayon du site d'insertion octaédrique, ça vaut 0,4 fois ce truc-là, donc c'est 20, donc ça fait 40 picomètres. Non, ça fait 80 picomètres pour le site d'insertion octaédrique et pour le site d'insertion tétraédrique. Donc ça c'est pour octaédrique. Et pour le site d'insertion tétraédrique, c'est la moitié. C'est 40 picomètres. Et la question qu'on vous pose, donc allez, on va encadrer ce résultat. Et à la question 10, alors oui, non, j'ai plus trop de place pour la faire. À la question 10, on vous demande, mais quelle est la nature de l'alliage calcium-magnésium? Donc cette petite application numérique vous dit clairement que l'atome de magnésium, il est trop grand pour occuper soit le site d'insertion octaédrique, soit le site d'insertion tétraédrique. Donc il est tout à fait probable que en fait le calcium et le magnésium ne puissent pas adopter, plutôt le magnésium ne va pas pouvoir occuper ces sites d'insertion. Donc on va avoir une structure légèrement différente. Alors l'atome de magnésium, il est un petit peu trop gros d'après nos calculs. En revanche, l'atome de calcium et de magnésium ne sont pas assez semblables pour qu'on puisse permuter un atome pour un autre. On ne peut pas se dire, tiens, je prends un atome de calcium, je mets un atome de magnésium à la place, et puis tout va bien se passer. Parce que si on fait ça, en fait, ça va provoquer des contraintes dans le cristal, et donc il est probable que ce truc-là ne devienne instable. Donc de plus, la structure qui doit résulter de
doit être telle que la coordinance soit assez élevée. Regardez la coordinance pour le cubique face centré, hein, donc le cristal du début, c'est 12. Ça veut dire que chaque atome de calcium a 12 voisins. Ça veut dire que le calcium aime bien ses voisins. Et ben on peut, c'est certainement le cas aussi pour le magnésium. Donc le magnésium en fait va essayer de s'entourer d'un maximum de soit de magnésium soit de calcium. Donc il est très probable que pour satisfaire toutes ces contraintes, que le magnésium va occuper, en fait on va avoir deux cristaux cubiques face centrée qui vont être décalés l'un par rapport à l'autre. Et ça va donner le cristal de calcium et de magnésium. Donc là j'ai rédigé un petit peu. Le rayon de l'atome de magnésium il est trop grand, donc ces atomes ne peuvent pas occuper les sites d'insertion. Donc première solution, quelques atomes de magnésium remplacent des atomes de calcium. Donc on parle de cristal de substitution. Donc ça, plutôt alliage de substitution. Des atomes, voilà, on va rédiger ça, des atomes de magnésium prennent la place des atomes de magnésium prennent la place d'atomes de calcium. La place d'atomes de calcium. Évidemment, à cause de la différence de taille entre ces deux atomes, cela va induire des contraintes. Donc évidemment, le cristal perd en stabilité, mais on va dire c'est pas non plus une différence si énorme que ça, donc cette solution est envisageable. Donc le cristal, donc cela va induire des contraintes. Voilà, donc les rédiger. Donc la différence de taille entre les atomes va induire des contraintes et peut déstabiliser le cristal. Deuxième solution, qui je pense n'est pas la bonne. Vous avez... alors pourquoi je pense que c'est certainement pas la bonne, c'est que le cristal va adopter la coordinance la plus élevée possible. Hein, je répète, l'atome de calcium, il aime bien les autres atomes de calcium. Donc il s'entoure d'un maximum de ses congénères, pour le dire simplement. Donc l'idéal, c'est d'avoir une coordinance la plus élevée possible, c'est 12. Et la solution que je vous propose, c'est la coordinance, ça va être uniquement 8. Donc une autre solution, et que les atomes de calcium et de magnésium occupent de calcium et de magnésium. Donc une autre solution est que les atomes de calcium et de magnésium occupent un cristal, un réseau de type CFC, un réseau cristallin de type cubique face centrée. Décalé d'un quart de diagonale. Donc ce que je vais faire, c'est représenter la maille, sachant que cette solution là, a priori, c'est pas la bonne. Donc là, j'ai représenté la maille cubique face centrée pour le calcium, et maintenant je vais placer le magnésium ici. Donc ça, c'est une autre solution. Mais évidemment, alors cette solution, elle est certainement moins favorable parce que la coordinance, cette fois-ci, elle passe à 8.
Donc là, j'espère ne... je crois que j'en ai oublié aucun. Si, il y a celui-là. Donc normalement, j'ai 12 points bleus il me semble autant de points rouges. Donc ça, on va dire que c'est le calcium. Et ça, c'est le magnésium. A priori, alors, ce qui est en défaveur de cette solution, c'est qu'on a une coordinance de 8. Alors on le voit bien pour l'atome de magnésium au centre, il a que 8 voisins. Et donc ça, c'est pas terrible. Alors qu'ici, on a une coordinance qui reste à 12. Donc a priori, la bonne solution, c'est celle-là. La bonne solution, sachant que le jour de l'épreuve, est-ce que... Enfin, vous n'avez pas vraiment moyen de trancher, en fait, le jour de l'épreuve. Vous pouvez proposer cette solution qui, en disant que, bon, attention, je propose cette solution, mais en réalité, vous n'en savez rien. Il faudrait prendre un cristal et l'étudier, et puis voir si c'est l'une ou l'autre qui est valide. Donc là, normalement, j'ai répondu à la question 10, et on va pouvoir passer à la suite. Donc, question 11 et 12, on prend cette fois-ci un squelette d'un homme adulte. Et son squelette, il pèse en moyenne 12 kg. Il y a 50% en masse d'eau dans le squelette. Des composés organiques 25%. Et des minéraux 25% en masse. En première approximation, on peut admettre que le phosphate de calcium est l'unique composé minéral présent dans les eaux, etc. Et la question 11, c'est en négligeant toute présence de calcium hors des eaux, estimer la masse totale de calcium présente chez un adulte. Et la question 12, bien que présentant un aspect fortement minéral, les os sont des tissus vivants. Le calcium du squelette est en renouvellement permanent. 20% en une année, donc c'est énorme. Et 1 litre de lait apporte 1 gramme à peu près de calcium. Donc la question c'est combien de litres de lait doit boire un adulte quotidiennement s'il veut couvrir complètement ses besoins-là. On va répondre à toutes ces questions. On va répondre à la question 11. Alors, on vous dit qu'on a un squelette qui pèse 12 kg. Donc la masse de minéral, on vous dit que c'est 25% de ces 12 kg. Égale 25% de 12 kg. Donc ça fait un quart, donc ça fait 3 kg. Sachant que le minéral, on vous dit que c'est comme espèce, c'est Ca3PO4 2 fois. Ca3PO4 2 fois. Ça veut dire que sur ces 3 kg, on peut calculer le nombre de moles de Ca3PO4. Donc le nombre de moles de Ca3PO4 2 fois, et c'est 3000 grammes divisé par la masse molaire, 3 fois la masse molaire du calcium, plus 2 fois la masse molaire du phosphore, plus 8 fois la masse molaire de d'oxygène, pardon. Donc ça donne le résultat suivant. Alors ça fait 3000 divisé par, ouvrons la parenthèse, donc 3 fois 40, plus 2 fois 31, plus 8 fois 16. Je vérifie que je ne me suis pas trompé. Mais c'est ça, 31 pour le phosphore. Et donc je me retrouve avec 310 moles. 310 moles
de Ca3PO4. Donc le nombre de moles de calcium, c'est 3 fois 310 moles, donc ça fait 930 moles. Donc j'en déduis que la masse de calcium, c'est 930 fois 40. Le tout, donc c'est fois 3 fois 40. Donc ça fait 1161 grammes. Allez, je vais mettre ça, je vais arrondir un petit peu. Ça fait 1,16 kg de calcium chez un adulte. Je vais pouvoir passer à la question suivante, la question 12. On vous dit que dans un verre de lait, vous avez dans un litre de lait, pardon, il y a 1,110 g de calcium. Et on vous dit également que sur ce qu'on a calculé, il y a 20% qui est renouvelé en une année. Donc 360 jours. Donc on va rédiger ça. Donc 20% de 1,16 kg est renouvelé en 360 jours. Ça veut dire que par jour, donc par jour, il faut un apport de 1160 grammes divisé par 360 fois 20%, 0,2. Alors ça nous fait quoi ça? Donc 1160 fois 0,2 divisé par 360. Donc ça nous fait 0,66, allez, 64, allez, j'arrondis, 0,65 grammes à peu près à renouveler tous les jours. Or, dans un litre de lait, il y a 1,110 grammes, sauf erreur, ouais c'est ça, 110 grammes de calcium. Oui, je vérifie juste une chose. 1,11 g de calcium, et ben donc ça veut dire que donc il faut un apport. Ben, on trouve, comment je pourrais formuler ça, donc un adulte devrait boire 1 litre fois 0,65 divisé par 1,11, ça fait combien ça? 1 fois 0,65 divisé par 1,11, ça fait allez, 0,6 litres à peu près hein, de lait par jour. On devrait boire 0,6 litres de lait par jour, en supposant que lorsque vous buvez, que tout le calcium qui est contenu dans le lait est métabolisé, ce qui est certainement pas le cas. Contenu dans le lait. Voilà, j'ai fini de rédiger la conclusion. C'est quand même un volume assez important. Alors heureusement que on peut aussi manger du fromage, et il faut savoir que pour faire
l'équivalent de 1 litre de fromage, il faut, enfin on va dire 1 kg de fromage, il faut 3-4 litres de lait, donc c'est une source, le fromage en fait est une source de calcium beaucoup plus concentrée, mais ça reste quand même assez important. 0,6 litres de lait, c'est quand même pas mal, hein. C'est plus qu'une demi-bouteille par jour pour un adulte. Voilà, donc j'ai répondu à la question 12 et on va pouvoir continuer le sujet. Donc je vais continuer la correction dans une autre vidéo, puisque celle-là elle fait déjà 1h20, donc ça je pense c'est suffisant pour la première partie. Et je vais dans la deuxième vidéo m'occuper de la calcination du calcium. Ça correspond à transformer le calcaire et en fait relarguer le carbone, ce qui n'est pas bien, puisqu'il finit en CO2 dans l'atmosphère. Voilà. En fait, la réaction qu'on va étudier, en fait, c'est en gros la fabrication du ciment. Et enfin, la dernière partie, donc ce sera une troisième vidéo, ce sera l'aspect cinétique, hein, enfin une partie cinétique chimique.